L'Églantier, un petit village de la campagne picarde. Salut les copains. Ça va? Toi? Ouais. Jason et Aurélie ont donné rendez-vous à 8 de leurs amis. Ils ont besoin d'un coup de main pour une opération un peu délicate. Leurs locataires leur doivent 10 000 € de loyer. Cela fait 1 an qu'ils ne payent pas. Alors aujourd'hui, ils sont bien décidés à les mettre dehors. Donc on débarque là-bas, on sonne gentiment, ils nous ouvrent. S'ils nous ouvrent pas, c'est pareil, hein, on a pris la perceuse, tout ce qu'il faut pour casser la serrure. On y va et on sort toutes leurs affaires. Ce soir, ils sont partis, il n'y a plus personne ce soir. Pas de scrupules. Pas de scrupules, pas de remords et on se laisse pas apitoyer. On arrive et on les sort. Sans violence. Évidemment, sans violence. Jason et Aurélie sont convaincus d'être dans leur bon droit parce qu'ils ont reçu ce papier il y a quelques jours. Le jugement d'expulsion. Le bail se trouvant résilié, il y a lieu de prononcer l'expulsion des défendeurs. C'est bien marqué que nos locataires doivent quitter les lieux, qu'il n'y a aucun délai, aucun recours pour leur part. Donc, grâce à ce courrier, on peut les mettre dehors. On a assez attendu. En toute légalité, en tout cas. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Soyez sages. Ils vont vite s'en rendre compte. Bon, allez, action. Devant la détresse d'Aurélie et Jason, leurs amis n'ont pas hésité une seconde à se joindre à cette expédition improvisée. Ce qu'il faut, c'est que tu récupères ton bien et puis c'est tout. Ouais, et puis tourner la page. Ouais, c'est clair. Sur la route, le stress monte. Personne ne sait trop à quoi s'attendre. Et quelle sera la réaction des locataires indélicats? Je me sens pas forcément très bien du fait de les déloger comme ça, mais il est temps qu'on récupère la maison, quoi, parce que financièrement, il faut qu'on la récupère et on peut plus attendre. À une dizaine de kilomètres, dans ce petit village, voilà le lotissement où se trouve la maison qu'ils souhaitent reprendre aux mauvais payeurs. Non, il va pas ouvrir. Personne ne répond. Ils décident alors de passer par le garage pour entrer. Aurélie, tranquille. Impeccable. C'est le chien. Ah, t'inquiète, il nous joue ainsi, voilà. Gros chien. Y'a quelqu'un? Bonjour. Les parents ne sont pas là. Allez, on y va. Le fils aîné est présent, tout seul. On a un juge qui dit que vous devez plus être là, donc... Vous êtes expulsable, donc vous récupérez vos affaires. Vous prenez vos affaires et vous partez. Si, c'est vrai. Vous prenez toutes vos affaires et puis hop. Non, attendez, j'appelle le parent, je comprends pas ce qui se passe. Viens, descends, tu vas appeler en bas. Aurélie n'a jamais remis les pieds ici depuis que cette famille s'est installée il y a 1 an. Elle ne s'attendait pas à trouver un intérieur aussi coquet. Ah non, mais là, ils sont vraiment bien. De me dire que tout ça, c'est sur mon dos, là, ça me... Les gens qui payent pas, ils sont pas mal logés. Hein. Ils se font plaisir. On voit vraiment qu'ils se font plaisir. Les beaux meubles, tout va bien. Alertés par leur fils, les locataires arrivent quelques minutes plus tard. Bonjour. Vous aussi? Bah, on est chez nous. On est bien chez nous. Ouais, on a l'avis d'expulsion. Tout à fait, ouais, l'ordonnance. Ouais. Nous, on n'a rien reçu. Bah tant pis pour vous. Non. Vraiment pas, non. L'ambiance va rapidement dégénérer. Vous partez, je veux plus vous voir. Non, dégagez. C'est fini, ça fait un an. Que vous vous calmez sur votre dos. C'est vous qui sortez. Le huissier viendra, c'est vous qui dégagez. Vous sortez. Demain, on Avec toutes vos affaires. Demain, le huissier vient. Appelez les gendarmes. Lorsque les gendarmes arrivent, ils tombent des nues face à la situation. Bonjour, vous pouvez nous raconter rapidement ce qui se passe? Bonjour. On a reçu, donc on est les propriétaires, monsieur et madame Bergeron, on est les propriétaires de la maison. C'est quoi tout le monde là? Bah, c'est les messieurs qui sont tous rentrés dans la maison. Vous n'avez pas rentré. On est chez vous. Vous n'avez pas rentré. La seule personne qui peut rentrer, c'est l'huissier. Vous n'avez pas rentré. Surprise, à la lecture de l'avis d'expulsion, les gendarmes confirment les propos de la locataire. Non, il faut normalement un truc un peu plus carré, quoi. Parce que là, vous avez l'autorisation, mais Bah oui, donc voilà. c'est que ça marche pas comme ça. Non.
Faut passer par un huissier. Ce n'est pas très explicite. Sur le jugement, seule cette petite ligne l'indique en bas de la page. La République française ordonne à tout huissier de justice de mettre le dit jugement à exécution. Aurélie, Jason et leurs amis doivent quitter les lieux immédiatement. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est la loi, pour éviter que des propriétaires en colère ne se fassent justice eux-mêmes. Aurélie et Jason sont dépités. Comme d'habitude, ils sont toujours dans leur bon droit et ils font toujours ce qu'ils veulent. Eux, ils sont tranquilles et ils sont bien installés chez nous et ils vont y rester encore un bon bout de temps. Ouais. Le couple a perdu une bataille, mais la guerre qui oppose parfois locataires et propriétaires est pleine de rebondissements. Entre ceux qui possèdent et ceux qui louent, ça n'a jamais été le grand amour. Et avec la crise du logement, les rapports sont de plus en plus tendus. Aujourd'hui, près d'un Français sur 5 se dit fragilisé financièrement à cause de son habitation. Si je peux pas m'en sortir, j'ai une carabine, je me mets une balle dans la tête. Hein. Dans les grandes villes, trouver un appartement quand on ne gagne pas 3 fois le montant du loyer est devenu un parcours du combattant. On m'avait dit que c'était difficile, mais à ce point-là, j'aurais jamais imaginé. Face à ces locataires désemparés, des propriétaires parfois peu scrupuleux. Certains ont trouvé le bon filon. Découper des pavillons pour en faire plusieurs petits logements indécents, voire insalubres. Vous dormez, vous recevez un cafard, une blatte qui vous tombe dessus sur le visage. Ces nouveaux marchands de sommeil se voient comme des bienfaiteurs dans un marché saturé. J'ai sauvé ces gens-là. Vous donnez la légion d'honneur aux chanteurs, et moi je sauvé les gens, et vous m'attaquez, je vous demande la légion d'honneur. Mais les propriétaires n'ont pas toujours le mauvais rôle. Parfois, ce sont eux les victimes. Le mot locataire s'est barré de mon vocabulaire. Lorsque les loyers impayés s'accumulent, ils peuvent se retrouver endettés, au risque de perdre leurs biens. Mais toi, en attendant, tu dois payer ton emprunt avant le 15 de chaque mois. Et puis la banque, tu peux pas leur répondre « bah c'est pas encore arrivé ». Les huissiers sont alors en première ligne. L'année dernière, ils ont effectué plus de 15 000 expulsions. C'est presque 3 fois plus qu'il y a 15 ans. Je vous ai dit, moi fin août, c'est par la porte ou par la fenêtre, on est fin août. Aujourd'hui, je reprends possession des lieux. Locataire aux abois. Ça va être la guerre avec lui. Propriétaire au bord de la crise de nerfs. Ça me donne envie de vomir. Nous avons suivi les protagonistes de ce conflit, dans lequel tous les coups sont permis. En plein centre de Paris, la ville où il est le plus difficile de trouver un logement à un prix abordable. Raquel a 23 ans, elle arrive tout juste de Marseille. Étudiante en école de commerce, elle vient de décrocher un contrat en alternance dans le secteur du luxe, à 2 pas d'ici. Il lui reste à trouver un appartement. Ce matin, elle vient visiter un studio de 20 mètres carrés pour un loyer de 800 €. Malgré son brillant CV, Raquel n'est pas très sereine. Un petit peu plus loin. J'ai un peu d'appréhension, j'espère qu'il va être bien, j'espère que mon dossier va être accepté, que j'ai mes chances. Ah voilà, c'est juste là. Mais passé la porte de l'immeuble, première déception, la cage d'escalier n'est pas très engageante. Disons que de l'extérieur, ça avait l'air pas mal, mais là, les escaliers, ils ont l'air un peu vétustes. Je me dis que si je suis proche de mon travail, je peux faire des concessions sur les escaliers, mais à voir. On verra comment c'est en haut. Raquel n'est pas la seule à visiter le studio qui se trouve au 5e étage sans ascenseur. Le propriétaire a voulu rester anonyme. Il va enchaîner les visites. La jeune fille doit attendre son tour. L'occasion d'apprécier l'emplacement de ce logement en plein centre de Paris. Le premier arrondissement, c'est vraiment une denrée rare. Hein. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Bon courage en tout cas. Merci. On y va ? Au tour de Raquel de visiter le studio. À première vue, il ne manque pas de charme. Donc là, vous avez à l'entrée, vous avez des placards. Oui. Un grand placard. Voilà. Vous regardez là. Oui. Du coup, il serait non meublé. Hein. C'est non meublé. Ouais, la surface, c'est pas mal.
Vous avez un coin kitchenette. Ouais. Pas mal non plus, ouais. Et vous avez une salle de douche avec toilette. Et la douche va être changée. D'accord. C'est qu'elle a un petit peu vécu. Bon là, vous êtes toute mince, donc vous allez rentrer facilement. Oui. C'est tout. Ok. Non, moi ça me convient parfaitement, ouais. Raquel est conquise. Reste à savoir si le dossier de la jeune fille va plaire au propriétaire. Qu'est-ce que vous allez avoir comme salaire? Alors moi, je suis en contrat d'alternance, donc j'aurai 1 500 € de salaire. D'accord. Et après, j'ai un garant qui a de très bons revenus, mon frère. Et qu'est-ce qu'il a comme salaire, votre frère? Donc il est aux alentours de 3 000, 3 500. Après, moi, j'ai des sous de côté, donc s'il faut apporter des cautions, des mois d'avance, il n'y a pas de souci. Je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne avec. Faut que vous arriviez à vivre tous les mois. Et voilà, la seule question que je me pose, c'est vous avez 1 500 €, il y a 800 € de loyer. Ouais. Moi, j'ai calculé mon budget en fonction de mon. Il reste pas beaucoup pour vivre. Non, je vous dis, non, il vous reste 700 € quoi, entre l'électricité, le téléphone, la bouffe, les sorties, J'ai calculé mon budget. Le loyer maximum pour moi, ça serait 800 €. Voilà. Ok. Vous avez un dossier ou... Oui, sur mon ordinateur. Raquel sent bien qu'elle est loin d'avoir convaincu le propriétaire. Ça correspond pas trop à ce que je recherche. Voilà. Non, après, si elle était étudiante et que les parents avaient des revenus conséquents pour subvenir, ça passait sans problème. Pourquoi le fait que j'ai un revenu, ça bloque? Je vais vous donner un exemple. J'ai une jeune fille qui revient de New York. Voilà, son père gagne 150 000 €. Il a 2 restaurants à Montparnasse. Il habite Île de Ré. Voilà, sa fille, elle n'a pas de revenus. Hein. Elle était à New York. Elle est coach sportif. Et, Ah oui. Non, mais bon, Super après... bizarre. Après, c'est des points de vue. Mais bon, après... Je connais déjà la réponse, donc je me fais pas de film. Je me dis que moi, j'essaye de faire tout par moi-même et de pas forcément demander de l'aide. Et je sais qu'avec mes revenus, je suis capable d'assumer ce budget-là. Et à chaque fois, j'ai la même réponse, donc c'est un peu compliqué à entendre. Donc je vous transmets quand même un dossier. Transmettez-moi le dossier. Ça marche. Et je regarde tranquillement et je vous répondrai. Merci beaucoup. Merci. Raquel ne se fait aucune illusion. Elle sait que son dossier ne sera pas retenu, malgré tous ses arguments. Moi, je me connais, donc je sais qu'avec 800 € de loyer, je pourrais vivre, mais c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne me connaît pas, qui doit me faire confiance sans forcément avoir de preuves derrière. Donc je le comprends, il a tout à fait raison, mais c'est difficile à entendre parce que moi, j'ai pas d'autre moyen de prouver ma bonne foi que mon dossier, mon petit salaire et ma gentillesse. Non, j'abandonne pas. Elle prend conscience que sa recherche d'appartement risque de prendre plus de temps que prévu. En matière d'immobilier, ce sont souvent les propriétaires qui ont le mauvais rôle vis-à-vis des locataires. On les accuse d'être trop gourmands, trop exigeants ou trop méfiants. Mais parfois, ce sont eux les victimes. S'ils ne prennent pas assez de précautions au moment de louer leurs biens, ils peuvent s'en mordre les doigts. En Picardie, c'est ce qui est arrivé à Aurélie et Jason. Après l'échec de leur opération coup de poing, leurs locataires mauvais payeurs sont toujours bien installés dans leur maison. Au départ pourtant, c'était un bel investissement. 138 000 € à crédit sans apport. Le loyer devait intégralement couvrir les mensualités. C'est un projet qui nous tenait à cœur pour nos enfants, en se disant que dans 20 ans, on aurait fini de payer le crédit et puis on aurait quelque chose à nous, à laisser à nos enfants aussi. Mais leur rêve a volé en éclats à l'arrivée des nouveaux occupants. Ils n'ont rien payé du tout depuis qu'ils sont arrivés, en fait. C'est un gouffre et on creuse de plus en plus chaque mois. Et ça devient vraiment compliqué. Après 1 an de loyer impayé, leurs locataires leur doivent aujourd'hui 10 000 €. C'est une grosse somme pour Aurélie, institutrice, et son mari Jason, électricien. D'autant plus qu'ils doivent aussi rembourser le crédit de leur habitation principale. Ils vivent à 1/4 d'heure de là, dans cette maison en briques rouges. Et vous en avez des verres, vous? Oui, que 3. Ouais, on a pris 3 verres. Ils ont 3 enfants. Célestine, 8 ans, Noé, 10 ans, et Clara, 13 ans. La situation pèse sur la vie de famille. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que vous faisiez avant et que vous ne faites plus? Les sorties.
On va se promener. Ouais, mais on fait moins de sorties. Non, on fait moins de sorties payantes. Mais il y a plein de films qu'on voulait voir et qu'on n'a pas vu. On repousse, on lui dit dès qu'on sera payé par nos locataires, on pourra. Et puis, vu qu'ils ne payent jamais, on peut pas. T'en penses quoi, toi, des locataires de papa et maman? Je trouve que c'est pas gentil et puis ça se fait pas. C'est pas grave, hein, on est pas malheureux quand même. Non, mais ça va aller, ma choupette. Hein. C'est pas grave. Hein. Non? Pleure pas, ma louloute. Viens me faire un câlin. Ouais, on n'est pas à la rue. Viens me faire un câlin. C'est rien, mon petit cœur. Ouais, louloute. Je crois que les enfants, ils ressentent aussi beaucoup notre mal-être. Oui, il y a un stress. Je pense que même dans notre humeur, les enfants ils doivent ressentir que l'humeur, elle est changeante en fonction des événements. Là, c'est vrai que de voir Célestine pleurer, ça fait mal au cœur, quoi. Aurélie et Jason s'en veulent, car tout ceci aurait pu être évité s'ils avaient signé le bail un peu moins vite. L'année dernière, au départ de leurs anciens locataires, ils rencontrent une famille avec 2 enfants. À première vue, ils présentent bien. Donc le contrat de location. Le couple commet alors une erreur. Confier leur maison sans même attendre de recevoir le dossier financier ou encaisser un chèque de caution. On a été naïfs et on a fait confiance. Ils nous ont dit oui, c'est parti à la poste, vous allez le recevoir. Et puis c'était le moment où on a fait l'état des lieux et dans notre vie, on n'a jamais été confrontés à des gens malhonnêtes qui nous auraient dit les yeux dans les yeux, oui, vous inquiétez pas, on a payé, et puis qu'en fait, rien du tout. Donc on n'a même pas pensé que c'était possible. Jason a conservé précieusement tous les échanges avec sa locataire. Pour justifier les défauts de paiement, elle avait toujours de bonnes excuses. Au début, c'était la faute de la banque. Je lui dis, nous sommes le 11 juillet, je n'ai toujours pas reçu votre virement. Ma situation financière devient délicate. Forcément, parce que nous avions 3 mois de loyer de retard. Donc elle me dit, c'est quand même bizarre, je reviens vers vous dès que j'ai des nouvelles. Ensuite, il s'ensuit des messages où elle me dit que sa banque a fait le nécessaire, mais qu'en fait, ils se sont trompés de RIB. Donc qu'il faut attendre 15 jours pour que l'argent revienne sur son compte, pour qu'ensuite on puisse me refaire un virement. À ce moment-là, je lui dis, écoutez, faites-moi un chèque. Et donc elle me répond, on n'a pas de chéquier, je fonctionne avec ma carte. Là, à ce moment-là, je me dis que des gens qui n'ont pas de chéquier, c'est un peu bizarre. En fait, je me dis que depuis le départ, elle nous mène en bateau et qu'elle l'a bien fait. Hein. La locataire ne leur versera jamais le moindre centime. Les mensonges vont durer plusieurs mois, jusqu'au début de la trêve hivernale, qui interdit toute expulsion entre novembre et mars. C'est des escrocs professionnels et ils connaissent très bien les ficelles, ils savent jusqu'où aller, ils savent où s'arrêter, ils connaissent leurs droits très bien et ils savent très bien jusqu'où mener leur barque en fait. Et c'est nous qui sommes un peu novices et qui nous faisons avoir. Sachant qu'en tant que propriétaire, on n'est pas forcément beaucoup protégés, quoi. Les locataires sont beaucoup plus protégés que les propriétaires. Aurélie et Jason avaient pourtant demandé l'expulsion rapidement, après 3 mois d'impayés. Mais la procédure est longue. Et ils ont beau avoir reçu le jugement, ils doivent encore attendre que l'huissier le fasse appliquer. Aujourd'hui, le couple a le couteau sous la gorge. Bientôt, ils ne pourront plus faire face à leur crédit. Nous avons tenté de joindre la locataire d'Aurélie et Jason. Elle n'a pas répondu à nos appels. Nous nous sommes donc rendus sur son lieu de travail. Bonjour madame, je me présente, journaliste. Lorsqu'on lui pose la question, la locataire a du mal à trouver une justification à tous ces loyers impayés. Oui, on a eu un conflit de paiement. Après, je leur ai dit, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, je me dis, OK, il n'y a pas de souci. Je dis, moi, je suis prêt à m'arranger. Voilà. Donc, les circonstances de la vie ont fait que... Faute d'une bonne défense, elle choisit l'attaque. Ça a été... mais bon, après, ils ont fait toute une polémique. Oui, on peut pas... On s'est mis dans la merde. Je les ai pas vus avec la même voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont racheté une voiture neuve. Après, attention, c'est des propriétaires, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Et elle enfonce le clou en insistant sur la tentative d'expulsion improvisée par Aurélie et Jason. Je trouve qu'ils vont un peu loin dans leur truc et en plus, ils se font passer pour les victimes lorsque c'est eux qui s'introduisent quand même dans la maison. Je vous dis honnêtement, je cherche ailleurs. Je ne veux pas rester avec des gens à moitié débiles quand même. La locataire le sait, son expulsion est imminente. La prochaine fois, c'est un huissier qui frappera à sa porte. En cas d'impayé de loyer,
c'est l'huissier de justice qui fait le lien entre propriétaire et locataire. À Tours, Jean-Gabriel Morfoisse règle des conflits depuis 35 ans. Pour lui, l'expulsion, c'est le dernier recours. Avant d'en arriver là, il essaye toujours de trouver une solution à l'amiable. Comme ce matin, il se rend au domicile d'un mauvais payeur. Madame. Bonjour madame. Ah non, c'est pas madame. Je suis bien de partir. Je suis maître Morfoisse, huissier. C'est le monsieur qu'on vient de croiser, là? Monsieur Grisonnant, oui. Il allait se promener ou il restait dans le quartier, là? Non, non, il prenait son camion pour aller... Bon, bah je vais voir, peut-être que je vais pouvoir le... Bah oui. C'est un camion comment? Blanc, gris? Blanc. Blanc? Ah bah je vais peut-être le rattraper. Pour mettre la main sur un locataire, Maître Morfoisse n'hésite pas à mouiller la chemise. Oh merde. Ah merde. Ah, attendez, à moins qu'il repasse par là-bas, si on peut le choper. Ah, c'est pour être sportif, hein, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas monsieur? Si. Maître Morfoisse, huissier, je peux vous voir une minute? Oui. Je suis désolé d'avoir couru après vous, mais je voulais pas vous louper. Bon, je suis maître Morfoisse. Le loyer. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, j'ai des problèmes. J'ai prêté de l'argent, personne ne me rembourse. Bon. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faudrait, c'est qu'au moins dans les 2 mois qui viennent, qu'on puisse trouver une solution. Ouais, que je puisse verser quelque chose. Il faudrait reprendre au moins le versement des loyers. Dans un délai de 2 mois, s'il n'y a pas de réaction, le bail il est résilié. Et puis bon, la location s'arrête. Voilà. Ouais. L'homme a 5 400 € d'arriérés de loyer. C'est les aléas de la vie, hein. Si ça va trop loin et tout, si je peux pas m'en sortir, j'ai une carabine, je me mets une balle dans la tête, hein. Oh non, il y a d'autres solutions. On pourra voir ça ensemble. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'on fasse un plan, ça c'est le... Mais qu'on fasse un plan d'appurement. Je vous dis, vous prenez contact avec moi et puis on voit comment on peut... Bah là, je vais voir ça la semaine prochaine. Bon, on fait comme ça. Allez, bonne fin de journée. Face à un débiteur en détresse, l'huissier tente toujours d'arrondir les angles. Les gens mettent une bonne volonté à vouloir payer leurs arriérés de loyer. Mais après, entre la volonté et la possibilité, c'est 2 choses différentes. Il y en a certains qui ont plus la possibilité de payer le loyer. Ils veulent se maintenir dans le logement. Et puis, la dette augmente. Et là, ça crée tout de suite une tension entre le propriétaire et le locataire. Et la procédure d'expulsion se met en route. Maître Morfoisse procède à une quinzaine d'expulsions par an. Et en ce moment, un dossier délicat le préoccupe tout particulièrement. Cela se passe dans la campagne, à quelques kilomètres de Tours, dans ces écuries du 19e siècle. Aujourd'hui, elles ont été reconverties en centre équestre et abritent 60 chevaux. Hop là. Depuis 5 ans, Attention. Jeanne Lefebvre gère le domaine d'une main de maître. Il reste du foin à mettre les filles là ou pas? Pour faire fonctionner le centre, la jeune femme de 28 ans ne compte pas ses heures. Des soins aux animaux, au nettoyage des box, elle cumule tous les rôles. Faut pas avoir peur, quoi. C'est un peu physique, mais mon habitude. Ça entretient. Au moins, quand t'as mangé une raclette, tu vois, tu sais que le lendemain, tu vas l'éliminer. Cette passionnée d'équitation s'est endettée sur 20 ans pour acheter ce club hippique de plus de 4 hectares grâce à un montage financier bien étudié. Le financement avait été possible parce qu'il y a des maisons de location. Donc au niveau des banques, c'était un plus quand même. Dans la cour, il y a 3 maisons dont la location est censée assurer le remboursement de l'emprunt. Mais dans celle-ci, le locataire pose problème. Au début, ça se passait plutôt bien, il payait et tout, mais après, rapidement, on a été amené à devoir lui demander, etc., etc. Et puis après, c'est parti. Depuis 2 ans, le locataire ne paye plus régulièrement son loyer de 850 € par mois. Une attitude qui place Jeanne dans une position très délicate. D'autant que le mauvais payeur est aussi son voisin et qu'elle le croise tous les jours. Vue directe sur le locataire. C'est ça, c'est ça, c'est ça, vue directe. L'homme est devenu le sujet de discussion principale entre Jeanne et ses employés.
La situation est un peu étrange à vivre, car il est plutôt sympathique. C'est con ça. Mais des machins comme ça, c'est déconcertant un peu parce que. Enfin, si on lui dit tu peux venir nous aider, je sais pas, on a un chien qui est blessé ou on a une poule qui est morte dans le poulailler. Mais il vient à chaque fois. Oui, mais à la fois, ça fait partie aussi du jeu, tu vois, de la personnalité. Tu vois, faut pas se faire endormir non plus. Enfin, je sais pas, moi, il y a mon propriétaire qui me demande le loyer tous les jours. Je dis, je m'excuse, ouais, je suis désolée, ça met du temps, ouais, je suis vraiment mal ou tout comme ça. Les seules réponses que j'avais, c'était c'est pas arrivé encore. Mais toi, en attendant, tu dois payer ton emprunt avant le 15 de chaque mois. Et puis la banque, tu peux pas leur répondre, c'est pas encore arrivé. Ça, c'est pas possible. Hein. Pour réclamer ses loyers, Jeanne doit affronter les molosses qui montent la garde en permanence dans le jardin du voisin. À ce jour, l'homme lui doit plus de 8 000 €. La communication entre eux n'est pas rompue, malgré les propos parfois déconcertants du locataire. Je sais pas si tu as conscience de la merde dans laquelle ça... dans l'embarras dans lequel ça pouvait me mettre. C'est très bien, je remets aussi. Maintenant. J'ai pris des râteaux dans ma vie. Je sais pas, pour l'instant j'ai un petit peu de boulot pour l'instant, mais ça va trop faire la rue Michel, c'est sûr. Et du coup, tu dis que tu rembourseras, Je ne sais pas encore, mais pour l'instant, j'ai pas fait de dossier de surendettement, j'ai pas fait de trucs comme ça. Bon, après, si je veux, je l'ai pas fait déjà pour commencer, et je peux encore aller plus loin dans la mesure où je peux faire stopper par un dossier de surendettement, je peux très bien le faire stopper le truc. Tu peux faire stopper quoi? La dette. Je peux faire annuler la dette. Mais ça, je l'ai pas fait. Oui, mais... Je sais pas. Face aux menaces à peine déguisées du locataire, Jeanne ne sait plus quoi faire. Je suis résignée, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment ça. C'est pas que j'en ai rien à faire et c'est pas que ça m'énerve pas. Ça m'a révoltée au début, mais sauf que ça n'avance à rien, il fait rien, voilà, il n'y a rien qui change. Donc, il y a un moment, on se résigne et puis on continue sa journée et puis on espère que justice soit faite, quoi. Pour elle, c'est la double peine. Non seulement elle accumule les loyers impayés, mais c'est aussi elle qui devra supporter les frais d'huissier. Il y a 2 ans, Jeanne a lancé une procédure d'expulsion contre son locataire. Hop. Le jugement vient seulement d'être rendu. Et c'est Maître Morfoise qui va devoir l'appliquer. Avant d'en arriver là, il va essayer une dernière fois de trouver un compromis. Il veut à la fois convaincre le locataire de quitter les lieux en douceur et éviter à Jeanne des frais de procédure supplémentaires. Maître Morfoise, huissier. Bonjour. Alors, moi, je viens pour notre dossier. Quel dossier? Oui. Oui. Le loyer. Vous voulez savoir quoi? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Moi, j'ai trouvé quelque chose. Il me faut 3 mois de délai parce que j'ai des travaux à faire dedans. Ah oui, mais il y a des chances que la commission d'expulsion prononce l'expulsion, accorde la force publique avant. C'est ça le problème. C'est pour ça que je voudrais bien me caler avec vous. Parce que ça va bouchonner à un moment donné, là. Oui, on est bien d'accord. Je suis en train de faire mes cartons. Je suis prêt à partir. Ça, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas l'intention de rester là. J'ai besoin d'un délai. Le contrat est en cours, le contrat de location est en cours. Il est signé, il n'est pas signé, le truc? Ça va être bientôt signé. Peut-être pas dans la semaine, là. Si c'est signé, vous pouvez enfiler une copie? Oui. Juste pour mon intime conviction. Non, il n'y a aucun problème. OK. À la fin de l'entrevue, le locataire demande une dernière faveur à l'huissier. Votre bail, quand vous avez signé votre nouveau bail... Il est d'accord pour libérer la maison bientôt, mais il a besoin d'un délai un peu plus long pour vider son atelier de menuiserie qui se trouve de l'autre côté de la cour. J'ai une autre partie là derrière qui est mon côté professionnel. Oui, mais bon, la maison, je peux libérer. Je sais que le plus important, c'est la maison. Ouais. Jeanne, on est bien d'accord? Oui. Bon, voilà. Eh ben, alors, dites, moi je vais marquer 1 mois et demi, je préfère... Mettez-moi fin août. Comme ça, j'ai de la latitude, c'est bon. Voilà, c'est tout. Bon, je suis d'accord. La machine est en route. Ça marche. D'accord? Au revoir. Voilà. Les 2 hommes tombent d'accord. Le locataire déménagera par ses propres moyens d'ici 2 mois. L'huissier va désormais négocier avec Jeanne. Il doit lui faire accepter le délai supplémentaire qu'il vient d'accorder pour le local professionnel. Sucre ou pas sucre? Ah, sucre. Bon, dans son déménagement, donc moi je lui dis la priorité c'est la maison. Je veux récupérer la maison. Avec le local, hein? Oui, ouais. Mais voilà. Et s'il faut stocker sur... Non. S'il faut... Non négociable. Comment je vais faire? Rien à foutre. Ah faut m'arranger là. Ah mais rien à foutre. Il faut à tout prix qu'on récupère la partie d'habitation, c'est primordial.
Oui. Parce qu'une fois qu'on a récupéré la partie d'habitation, Il va camper là-dedans. on n'est plus soumis à période d'hiver ou quoi que ce soit. Ouais. Si on peut lui stocker les cartons 15 jours, on les stockera 15 jours. Bon, et c'est plus facile de récupérer s'il n'y a plus que des cartons dans un coin que la maison qui sont toujours son habitation. Donc la remise des clés de la partie d'habitation, c'est primordial, il faut à tout prix. Donc si on peut le tenter en disant vous me donnez la maison et puis vous stockez encore dans le local le temps de faire vos déménagements, il faut passer par là. Si l'homme libère la maison à la date fixée, Jeanne finit par accepter de lui laisser un délai pour le local professionnel. Mais question finance, l'huissier laisse peu d'espoir à la jeune propriétaire. Maintenant, comment je vais faire si je veux récupérer mes sous, moi? Moi, je pense qu'il n'est pas solvable, donc je pense que c'est perdu. Hein. Donc le plus important dans le dossier, c'est de sortir des lieux. Une fois qu'il est sorti des lieux, on voit ce qu'on peut faire pour le recouvrement des loyers. C'est possible. Quelle horreur. C'est Je possible. suis pas crédule, ça. Non, je sais bien. C'est vraiment dégueulasse, ça. Franchement, ce qui est vraiment dégueulasse, c'est que... Alors, je suis d'accord, il faut les protéger, machin et tout, parce qu'il y a des propriétaires abusifs qui les foutent dans des logements insalubres. Ça, je veux bien. Mais de l'autre côté, on n'est pas protégé, hein. Et là, me dire que lui, il va se barrer peinard en devant 8 000 € et qu'il va dormir sur ses deux oreilles, mais moi, je me regarderai même pas dans une glace, quoi. Ça va aller. 2 mois de plus à attendre. Cela fait encore 1 700 € de loyer qui viendront s'ajouter à l'ardoise du locataire. Jeanne n'a plus qu'à espérer qu'il parte bien de lui-même à la date prévue. On va aller sous d'autres cieux. Se débarrasser d'un mauvais payeur peut prendre des mois, voire des années. Mais il y a encore pire. Partout en France, des propriétaires sont victimes de squatteurs qui n'hésitent pas à s'introduire dans leur maison pour s'y installer en toute illégalité. Et ce n'est pas si simple de les déloger. Au cœur du Var, près de Brignoles, dans le petit village du Val. Jean-Paul Lagier est chirurgien à la retraite. Il a longtemps vécu ici, dans cette villa qu'on aperçoit derrière les arbres. C'est la maison de ses parents, dont il a hérité et qu'il a décidé de mettre en location. Aujourd'hui, elle n'est pas louée et pourtant, il ne peut plus y accéder. Car elle est occupée par des squatteurs, une famille entrée chez lui par effraction et qui vit ici depuis près d'1 an. Ces gens ne sont pas des locataires qui ont oublié de payer leur loyer, ce sont des cambrioleurs qui se sont installés. C'est un sentiment de colère, d'injustice, de vol. Un vol de maison, pour Jean-Paul, c'est d'autant plus révoltant que c'est ici qu'il a passé son adolescence. Son père, agent EDF, était responsable de ce transformateur électrique, situé juste à côté. Sur ces photos, Jean-Paul a 17 ans. Il pose avec sa future femme devant la bâtisse. C'est pour conserver un lien avec tous ses souvenirs qu'il a toujours refusé de vendre la maison. Il l'a louée pendant des années, sans aucun problème. Jusqu'à ce soir de janvier, où il s'est rendu compte par hasard de l'intrusion des squatteurs. Vers 22h, il passe en voiture devant sa maison. À l'époque, elle est à louer et devrait donc être vide. Mais, surprise, il y a de la lumière. Ça a été un mouvement un peu de panique, pensant à un cambriolage. J'ai donc appelé la gendarmerie. Quand les gendarmes arrivent, ils découvrent un couple et ses 3 enfants confortablement installés dans la maison. Le père de famille ne semble pas du tout perturbé par la présence des forces de l'ordre. Il a montré un papier d'abonnement à la Société des Eaux, daté du 5 janvier, ce qui fait que le délai pour être mis à la porte de la maison était écoulé. Ce contrat prouve qu'ils sont là depuis 1 semaine. Les squatteurs connaissent la loi. Passé 48 heures d'occupation des lieux, ils ne peuvent plus être expulsés sans décision de justice. Jean-Paul vient de se faire déposséder de son bien. Chez lui, sur les hauteurs de Marseille, il a gardé toutes les photos de la maison telle qu'elle était lorsqu'il l'a perdue. À l'intérieur, il avait tout fait pour le confort de ses locataires. J'ai tout cassé pour agrandir
Là, c'est la pièce à vivre qui était au départ partagée par une cloison ici. Donc, ça fait une pièce d'à peu près 40 mètres carrés, bien éclairée et sympa. Jean-Paul a consacré tous ses week-ends et ses vacances à la rénovation. La cuisine, la salle de bain, les sols et les tapisseries des 3 chambres. Au total, il a dépensé près de 20 000 €. J'ai voulu que ce soit quelque chose de bien, quoi. C'est bien si quelqu'un se trouve bien quelque part. Et je pensais que ça permettait qu'il en prenne soin, si c'était joli et agréable. Le loyer était de 1 000 € par mois, mais cela fait plus d'1 an que Jean-Paul ne touche plus rien. Il a lancé une procédure d'expulsion contre les squatteurs, mais ne sait pas quand ni comment il va pouvoir retrouver la maison de son adolescence. Nous sommes allés à la rencontre de la famille qui vit chez lui. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Ils refusent d'être interviewés. Nous leur parlons donc en caméra cachée. Selon eux, tout pourrait se régler simplement si Jean-Paul y mettait un peu du sien. Enfin, si prochainement, là, il est d'accord pour nous faire un bail, à ce moment-là, on se retrouve en règle, on régularise la situation. On n'a pas arrêté de payer le loyer parce qu'on n'a pas commencé. Oui. Donc c'est un peu... Et on aimerait commencer justement. Nous on demande juste à être en règle. Voilà, on n'a pas de bail. On n'a pas à payer. On a demandé à ce qu'ils nous signent les demandes d'APL et tout, ils n'ont jamais voulu. Donc on ne peut pas se permettre de verser un loyer sans qu'il y ait de justification. Ouais. Ils admettent donc qu'ils vivent ici dans l'illégalité. Et selon eux, ce n'est pas de leur faute, mais plutôt celle de l'agent immobilier qui leur a fait visiter la maison. On est rentré dans le logement, on va dire avec, entre guillemets, la complicité de l'agence, qui nous a dit « Je vous laisse la porte de l'arrière-cuisine ouverte, enfin je la tire, mais je la ferme pas à clé, vous installez, et en tout début d'année, on régularise donc on fera le bail et tout ce qui va suivre. » Mais quand il fallait signer, elle s'est rétractée. Les squatteurs ne reconnaissent pas les fractions. Mais dans la petite agence immobilière à Brignoles, à qui Jean-Paul avait confié la gestion de sa maison, Bonjour Madame Leclerc. Christine Leclerc dément évidemment ces accusations. Ça va, merci. Elle leur a bien fait visiter la maison, mais ne leur a jamais laissé la porte ouverte. Donc, on va reprendre le dossier si vous voulez. D'autant que le dossier que le couple avait fourni ne lui a inspiré absolument pas confiance. Donc, ces messieurs-dames avaient bien apporté leur carte d'identité. Ensuite, j'avais demandé les déclarations d'impôts. Les premiers documents qu'ils m'ont amenés n'étaient vraiment pas acceptables. C'est mal cadré. On n'a pas les chiffres. On n'a pas les chiffres. Plus j'avançais dans le dossier, plus je voyais que c'était pas net, quoi. Et là, les documents arrivent au compte-gouttes et certaines pièces justificatives semblent un peu douteuses. Comme cette fausse attestation, soi-disant signée par leur ancien propriétaire. L'agent immobilier n'arrivera jamais à le joindre. On ne peut pas donner un dossier comme ça au propriétaire, ça ne fonctionnera pas de toute façon. Voilà. L'agence n'aura plus jamais de nouvelles de la famille avant que Jean-Paul ne l'informe de la situation. Nous nous sommes rendus à leur adresse précédente pour tenter d'en savoir plus sur ces squatteurs. L'année dernière, ils habitaient encore ce pavillon plutôt tranquille. Dans le quartier, les voisins se souviennent très bien d'eux. Il y a un propriétaire de la région qui a des locataires qui ne payent pas son loyer, qui squattent chez lui. Et on a on enquête sur où habitaient ces gens avant et a priori ils habitaient au numéro 2. Pourquoi vous rigolez? Ça m'étonne pas. Les squatteurs, soi-disant, non, ils payaient pas leur loyer, mais bon. Ici non plus. Là, ils payaient pas leur loyer. Le propriétaire là, ça l'a énervé à un point pas possible. Il n'en pouvait plus. J'ai cru qu'il allait nous faire une crise cardiaque. Ah oui, oui. Ils n'en seraient donc pas à leur coup d'essai. Nous avons fini par retrouver leur ancien propriétaire. Claude Novaro habite à quelques kilomètres du lotissement, mais il y retourne le moins possible. Cette histoire lui a laissé un très mauvais souvenir. Ah, ça m'a traumatisé, c'est la vérité. Mon docteur, il m'a dit, il faut partir. Il m'a dit, il faut que vous vous oxygénez le cerveau parce que vous allez avoir une grosse... J'ai fait une dépression quand même. Voilà. La maison est inoccupée depuis le départ du couple, qui a fini par se faire expulser. Contrairement à ce qui s'est passé chez Jean-Paul, ici il ne s'était pas introduit par effraction.
Ils avaient commencé par louer en toute légalité, et puis les choses ont dérapé. Ils sont restés 2 ans et demi. Ils m'ont payé le loyer pendant 1 an et demi à peu près, et puis après, ils ont pu payer. Claude a perdu 12 000 € de loyer. Il a aussi dû dépenser près de 6 000 € supplémentaires pour réparer les dégâts. Alors, la porte d'entrée a été changée parce qu'il me l'a arrachée complètement. Aujourd'hui, la maison est comme neuve, mais quand il l'a récupérée, elle était dans un triste état. Alors la cuisine, il m'a arraché tout le plan de travail, j'ai tout remis neuf, j'ai tout changé. Comment ça, arraché? Ben, tout arraché, tout cassé, tout détruit. Il m'a fallu le changer. La haute aspirante, je l'ai changée parce qu'ils l'ont arrachée pareil, ils me l'ont détruite. Avant, ils avaient déjà commencé à détruire, mais quand ils savaient qu'ils allaient être expulsés, alors là, ils s'en sont donnés à cœur joie. Ils l'ont fait exprès. De toute façon, il me l'a dit, il m'a dit je détruirai tout avant de partir. Même les chauffages, il m'a bousillé. J'ai oublié de vous le dire. Ils m'ont cramé les chauffages. Ils y mettaient du linge dessus et ils ont grillé. Je vous dis, vous aurez vu la maison dans l'état qu'elle était, vous aurez dit la maison, elle est foutue. Oui, regardez. Cette expérience lui a causé tellement de soucis que Claude a décidé de mettre la maison en vente. C'est pour ça que le mot locataire s'est barré de mon vocabulaire. Je ne veux plus en entendre parler. Au moins, je dors à peu près tranquille. Tant qu'il n'y a pas un salopard qui risque de me squatter la maison. Si Claude a finalement réussi à faire expulser la famille de squatteurs, Jean-Paul, lui, doit encore attendre la fin de la trêve hivernale pour espérer récupérer sa maison. En parallèle, il a porté plainte pour effraction. Ce matin, les 2 parties sont convoquées au tribunal correctionnel de Draguignan. Mais dans la salle d'audience, aucune trace des occupants de la maison. À mon avis, n'ayant pas d'avocat, ils n'en ont pas. N'ayant pas d'avocat, ils n'en ont pas. Je pense que ça rentre dans le cadre de gens qui n'ont rien à faire de rien. Voilà. Je regrette que ce soit comme ça et que la justice le tolère, surtout. Le couple de squatteurs est jugé en son absence. Et le verdict est sévère. 6 mois de prison ferme pour l'homme, 3 mois avec sursis pour la femme. Ouais. À la sortie, Jean-Paul est satisfait. Je suis très heureux que ces gens soient punis par la justice, que je n'ai pas eu de dommages et intérêts, c'est pas très grave, mais qu'ils aillent passer quelques jours derrière les barreaux, je pense que c'est tout à fait ce qui est adapté. Jean-Paul a remporté une première victoire. La justice a reconnu le délit d'effraction. Mais ça n'est pas pour autant que la procédure d'expulsion va s'accélérer. À Paris, la course pour trouver un appartement continue pour Raquel, l'étudiante marseillaise. Pour le moment, elle est hébergée par sa famille dans une petite ville de banlieue. Mais cette situation ne peut pas durer. La jeune fille doit rapidement trouver une solution. Alors pendant son temps libre, elle écume les petites annonces, sans succès pour l'instant. Là, par exemple, j'ai un 10 mètres carrés dans le 17e. Après, je sais que 10 mètres carrés, c'est un peu juste. À 590 € par mois, charges comprises. Voilà. Par contre, c'est un 6e étage sans ascenseur, comme la plupart des locations. C'est vraiment petit, c'est la taille de ma chambre chez mes parents. Donc, est-ce que je vais être capable de vivre pendant 1 an dans une si petite surface? Je sais pas. J'ai déjà envoyé un message pour cette annonce et j'ai pas eu de réponse. En 1 semaine, Raquel n'a reçu en moyenne qu'1 retour sur 10 messages envoyés. Et dans le lot, il y avait des annonces un peu trop belles pour être vraies. Comme ce studio de 27 mètres carrés dans un quartier prisé, proposé à 600 € par mois. Donc il y avait le canapé, l'armoire, il y a le lit qui descend du plafond, il y a le canapé en dessous, il y a juste 2 pieds à mettre. Là, on a la cuisine avec le frigo, la plaque. C'était vraiment l'appartement rêvé pour moi. Donc j'ai plongé les 2 pieds dedans, et là, c'est là qu'ils me demandent le virement par Western Union. Un virement de 1 190 €, correspondant à 1 mois de loyer et 1 mois de caution, mais à effectuer avant la visite. Raquel a tout de suite senti l'arnaque. Je me suis dit, c'était trop beau pour être vrai, c'est normal. Et au final, je pense que si j'avais fait le dépôt sur Western Union, je les aurais jamais revus et j'ai pas envie de me faire duper, j'ai pas d'argent à perdre, donc voilà. Entre les prix exorbitants, les arnaques ou les propriétaires qui ne répondent jamais. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Gisèle.
Raquel est tombée de haut en arrivant à Paris. On m'avait dit que c'était difficile, mais à ce point-là, j'aurais jamais imaginé. J'étais vraiment un peu choquée de voir ça. Mais la jeune fille ne désespère pas. Elle a d'ailleurs 2 visites prévues cet après-midi. La première se trouve dans les beaux quartiers de l'Ouest parisien. Au pied de l'immeuble, Raquel est sous le charme. Alors c'est un très beau bâtiment. Ça a l'air magnifique à l'intérieur. Il y a des grandes fenêtres, ça a l'air lumineux. Ouais, pour l'instant, j'ai une bonne impression. Mais l'appartement ne se situe pas vraiment derrière cette belle façade. Bonjour. Bonjour. Le propriétaire, qui ne souhaite pas être filmé, l'invite à prendre un escalier secondaire. Alors, ça donne sur une tour intérieure qui est en contrebande. C'est pour ça. On descend quelques marches. Le studio se situe en fait au sous-sol. Le propriétaire affirme qu'il mesure 17 mètres carrés, mais cela semble vraiment plus petit. Et il en demande près de 700 €, charges comprises. Raquel ne va pas s'éterniser. Alors, moi, éventuellement, si vous êtes intéressé, oui. Et pour déposer un dossier. La jeune fille n'a aucune intention de donner suite. Vous voyez vivre là, vous? Non. Dans un endroit aussi sombre, aussi étroit, au sous-sol comme ça, c'est pas super. J'ai laissé ma plage, pas pour vivre dans une cave. Raquel garde le moral. Elle a une deuxième visite, à l'autre bout de la ville, dans un quartier plus populaire. Cette fois-ci, elle a rendez-vous avec un gestionnaire de biens. Là. C'est lui qui s'occupe des visites. Raquel est sa 10e locataire potentielle, alors il ne perd pas de temps. Donc c'est quoi ton nom? J'ai un dossier j'ai reçu un dossier déjà? Il la tutoie d'emblée et lui demande ses références avant même de faire la visite. D'accord. Alors, tu peux m'en dire plus un peu sur ton profil? Oui. Alors, du coup, moi, je suis étudiante, donc je vais commencer un contrat d'alternance à partir de la semaine prochaine. Et donc, il y a des garants dans le dossier? Oui, c'est ça. J'ai toutes les pièces sur l'ordinateur. Donc voilà, donc j'ai les fiches de paye sur les 4 derniers mois. Donc ça, c'est les fiches de paye perso? De mon garant. Ah, des garants, d'accord. C'est mon frère. C'est le frère, d'accord, 2900. Voilà, après, ça fluctue plus ou moins en fonction des primes. Il a des enfants à charge? Oui, 3. Alors, les fiches de paie perso, on n'en a pas encore? C'est à peu près ce genre de salaire que je dois avoir. D'accord. Et avec 1500 €, tu penses pouvoir payer le loyer et vivre à Paris correctement? Oui, largement. Difficile quand même, non? Non, ok. Moi, ça me suffit. Ouais. Ça vous suffit? Je l'ai déjà fait. J'ai eu un appartement sur Lyon où j'avais un loyer à peu près équivalent et je m'en sortais pas mal. Ouais, pas très capricieuse, quoi. Non, ça va. Hein? Okay. Je m'adapte. Ça marche. Alors, on n'a pas encore visité... Après un entretien aux allures d'interrogatoire, Raquel a enfin droit à une courte visite. La salle de bain sur la gauche. L'appartement est aussi petit que la cave des Beaux-Quartiers, mais il est flambant neuf. D'accord. En général, ça plaît aux filles, quoi. C'est propre, hein, on est d'accord. À 680 €, le studio meublé lui convient. Mais une fois de plus, sa candidature ne semble pas faire le poids face à la concurrence. C'est pas un mauvais dossier, c'est un dossier moyen. Quand on a un dossier moyen et un dossier béton, en général, on va vers le béton. Ça serait injuste pour celui qui a des revenus, déjà personnellement, à 4 fois ou 5 fois le montant du loyer, quoi. C'est vrai que c'est compliqué. Après, je me dis que pour des étudiants, il devrait y avoir quand même des logements louables avec peu de revenus. Donc, je lâche pas l'affaire. De toute façon, j'ai pas le choix, sinon je suis à la rue. Donc, faut bien que je trouve quelque chose. La jeune provinciale se heurte aux réalités du marché parisien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Des studios hors de prix et de plus en plus rares. Cette pénurie s'explique peut-être parce que de nombreux propriétaires préfèrent aujourd'hui louer leur appartement à des touristes via des plateformes de location saisonnière comme Abritel, Holidays ou le fameux Airbnb. Avec 100 000 hébergements référencés, Paris est devenu la capitale mondiale de la location saisonnière. Une manière pour les propriétaires de gagner beaucoup plus d'argent, mais la mairie ne voit pas ce développement d'un très bon œil. Ce matin, Marie et Marivonne sont en mission. Ces agents municipaux font la chasse aux meublés touristiques.
c'est un petit peu plus loin. Elles ont repéré cet immeuble dans lequel il y aurait beaucoup d'appartements loués exclusivement à des touristes. D'après le syndic, c'est rez-de-chaussée gauche. Au rez-de-chaussée, elles remarquent rapidement un premier indice. Regarde, ça c'est une boîte à clés. Voilà, là on a trouvé une boîte à clés en fait. Ça permet aux propriétaires de donner les clés à leurs locataires sans se déplacer. Voilà, on leur donne le code, ils ont accès à la clé pour ouvrir l'appartement. C'est vraiment un indice fiable. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Un habitant de l'immeuble vient confirmer leurs doutes. Est-ce que je peux me permettre, nous sommes de la mairie de Paris. Oui, c'est pour un Airbnb, c'est pour ça. Voilà. Identifier tous les Voilà, Airbnb. par exemple. Il y en a un là, d'accord. deux derrière. Je vous suis. L'homme les guide vers un appartement qui ne serait loué qu'à des touristes. Donc là, on peut frapper à cette porte-là. C'est ici qu'on rentre. Alors là, on a un manteau à... Bonjour monsieur, la mairie de Paris, le bureau de la protection des locaux d'habitation. Vous habitez ici? Non, on est... Vous êtes touriste? Oui. Oui. Vous venez d'où? De Suède. Suède. Comment vous avez loué l'appartement? C'est celui d'une copine. Le jeune Suédois affirme d'abord qu'il est hébergé par une amie. Mais rapidement, il change de version. Vous n'avez pas loué l'appartement sur Internet? Si, on l'a trouvé sur Internet. Quel site? Airbnb. Je peux jeter un coup d'œil à l'intérieur? Non. Pouvez-vous me montrer quelle annonce c'est? Celle-là? Non. Celle-là? Oui. Yes. Ok. Ce touriste a loué ce studio meublé tout confort, d'une dizaine de mètres carrés, en plein centre de Paris, à 54 € la nuit. Un prix défiant toute concurrence face aux hôtels. Et qui rapporte gros à la propriétaire. En moyenne, 2,5 fois plus qu'une location classique. Merci, bonne journée. Merci, passez un bon séjour. Louer sa résidence principale à des touristes n'est pas illégal, à condition de ne pas dépasser 120 jours par an. Oui, bonjour. Mais en discutant avec une voisine qui vit ici depuis longtemps, les agents vont se rendre compte que la propriétaire du studio n'habite pas l'immeuble et semble avoir monté un vrai petit business pour touristes. Il y a des touristes en face. En fait, il y a 4 appartements. C'est un petit appartement, mais il y a 10 mètres carrés pour chaque appartement. Ces 4 petits studios appartiendraient à la même personne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de couples qui passent par ici. Il y a beaucoup de passages. D'accord. Ça vous dérange? Beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de bruit, parce qu'il essaie d'ouvrir les portes ici. Et pendant la semaine, c'est plus pire parce que je me suis réveillée beaucoup fois, après minuit. You know, so, oui. On est propriétaire ici, mais je crois que vraiment on a pensé que de vendre l'appartement parce que c'est embêtant, c'est assez embêtant. Je trouve dommage que les gens soient obligés de partir de leur appartement, de quitter Paris quelquefois. On s'en rend compte parce qu'il y a des arrondissements qui se sont dépeuplés. Ça justifie tout à fait la lutte que l'on fait de ces meublés de courte durée. Au revoir, je vous remercie. Suite à la visite des agents, la ville va assigner la propriétaire des studios devant les tribunaux. Et ça peut lui coûter cher. Jusqu'à 50 000 € d'amende par appartement loué illégalement. La mairie est bien décidée à combattre ce genre de pratique, qui aurait fait disparaître 20 000 logements du marché parisien ces 5 dernières années. Mais les propriétaires qui louent aux touristes peuvent aussi être confrontés à de très mauvaises surprises. Dans cet immeuble d'un quartier chic de la capitale, Céline et Alexandre venaient de proposer leur appartement sur un site de location saisonnière. Voilà l'état dans lequel ils ont récupéré leurs biens il y a 2 jours. Je
verre partout. Ouais. Non mais là c'est... Ils ont enlevé, déchiré, cassé. Il y en a partout. L'appartement est dévasté. Des produits ménagers et même de l'acide ont été renversés sur le parquet et sur le carrelage. Les murs n'ont pas été épargnés non plus. Ils m'ont laissé des beaux petits messages. Puis là, il a laissé un message quand même. Je suis désolé, bon, ça va mieux quand même en le disant. Céline et Alexandre sont sous le choc. D'autant que cet appartement a pour eux une valeur sentimentale. C'est là qu'ils ont vécu pendant 10 ans avant de déménager récemment. Mais ils ne souhaitaient pas le vendre pour le moment. Ils avaient donc décidé de le louer à des touristes, entre 4 et 500 € le week-end. Ici, ça s'appelait Joy House, la maison du bonheur. Voilà. On a mis par exemple des vins à disposition qui étaient le même vin que notre mariage. Voilà. Et donc, l'idée, c'était qu'on fasse partager les 10 années de bonheur que nous, on avait vécu avec Céline ici. Il a tout picolé, mais en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il a balancé le vin par terre. C'est-à-dire qu'il n'en a même pas profité. Il y en a vraiment partout. Hein. C'est juste Beyrouth, c'est Alep, hein, ici. Hein. Céline monte doucement les escaliers, car ils sont recouverts d'un mélange d'huile et d'eau de javel. Oui, il y a aussi du sel, il y a du produit vaisselle. On reconnaît un peu par les couleurs, hein, donc voilà. À l'étage, le carnage continue. Eau de javel sur le lit, sèche-cheveux dans la baignoire. Du vandalisme incompréhensible. C'est tellement hallucinant, c'est tellement improbable, c'est tellement... ça nous bouffe, hein. Céline avait pourtant eu un mauvais pressentiment quand elle avait rencontré le client lors de la remise des clés. Vous pouvez pas imaginer comme je m'en veux de lui avoir laissé ma clé. Enfin, c'est... En plus, je le sentais mal, Et comme une conne, je lui ai laissé ma clé, quoi. Et donc, je me suis fait avoir, je me suis fait berner parce que j'ai cru dans le truc. Le couple est en colère contre la plateforme de location, car sur le site, l'homme était présenté comme un touriste exemplaire. Alexandre soupçonne une usurpation d'identité. Parce que la plateforme nous disait que c'était quelqu'un de bien, on a fait, nous, confiance à la plateforme, au contraire de notre propre sentiment, enfin en tout cas du sentiment qu'avait Céline vis-à-vis de la personne, comme quoi il était fuyant, il avait l'air louche, etc. Alors il paraît que c'est vraiment un cas extraordinaire, un cas qui n'arrive soi-disant jamais. Bon, la réalité, c'est que ça arrive. Hein. Là, c'est pas du cinéma. Hein. Céline et Alexandre espèrent que le site internet prendra en charge leur préjudice. Ils l'estiment à plusieurs dizaines de milliers d'euros. La location touristique n'est donc pas toujours une bonne affaire. Loin des beaux quartiers, en banlieue, certains propriétaires ont découvert une autre manière de gagner beaucoup d'argent. Ces dernières années, une nouvelle pratique s'est fortement développée, la division pavillonnaire. Le principe, pour créer plus d'habitations et encaisser plus de loyers, on découpe sa maison en plusieurs appartements. C'est totalement légal, à condition de respecter certaines règles. Mais entre un propriétaire qui cherche la rentabilité et un marchand de sommeil, la frontière est parfois très mince. Bondy, en Seine-Saint-Denis. Dans ce quartier pavillonnaire, cette maison normale en apparence est en fait divisée en une dizaine d'appartements. 5 devant et autant derrière. Côté rue, au rez-de-chaussée, il y a Andrew Lachman. Depuis 1 an, ce franco-mauricien loue un 2 pièces meublé. Je veux faire visiter. Mais dans les faits, ce n'est pas vraiment ça. Là, comme vous le voyez, c'est la pièce principale, le salon. En même temps, je suis obligé de dormir ici. La soi-disant chambre est devenue inhabitable, car elle a été construite sur la fosse septique, qui, saturée, a explosé. Ils sont venus casser le parquet, tout enlever, pour savoir d'où venait l'eau. Ici, c'est creux. Il y a juste un morceau de bois et du ciment qu'il a mis dessus. J'ai filmé pendant les travaux. Regardez. C'était resté comme ça pendant 1 mois. Voilà ce que j'avais là. Voilà. Regarde tout ce qu'il y avait comme excréments.
Pendant une semaine, je suis resté comme ça, avec l'odeur, à l'air libre. Les ouvriers ont fini par reboucher le trou, mais l'odeur d'égout reste insupportable. Dans la petite salle de bain aussi, les problèmes s'accumulent. Ici, tout fuit. Tout fuit, c'est-à-dire... là, les robinets... Regardez, si j'ouvre l'eau chaude, en dessous, ça coule. L'installation sanitaire est à bout de souffle. Et pour couronner le tout, Andrew doit partager son logement avec des colocataires indésirables. Elles arrivent, je ne sais pas d'où ça sort, ça arrive. Regardez, tous les coins des murs. Ça sort d'en haut. Des punaises, des blattes. Vous dormez, vous recevez un cafard, une blatte qui vous tombe dessus sur le visage. Vous voyez, vous ne pouvez plus dormir. Vous pouvez plus. Vous passez la nuit à chercher les bêtes. Regardez, une puce. Une. Oui, on en parle, ben on en voit. S'il a accepté de vivre dans ces conditions, c'est parce que ses revenus sont trop faibles pour louer un appartement sur le marché traditionnel. Le jeune homme enchaîne de petits contrats précaires dans le bâtiment. J'avais pas le choix. J'ai pas le choix. Ou je me retrouve à la rue, ou voilà. Je peux pas faire avoir un bon logement. Parce qu'il me faut un contrat de travail, il me faut tout ça. Il faut des papiers, il faut des garants, il faut... Et vous n'en avez pas? Non. Pour vivre ici, Andrew paye tout de même 500 €. Ses voisins de palier, une famille avec 2 enfants, ne sont pas mieux lotis. Il paye 640 € pour vivre dans ce garage aménagé, avec en guise de chambre, une pièce aveugle et sans aération. Donc là, nous allons passer par la deuxième entrée. Pour accéder à l'étage, il faut contourner la maison et emprunter un petit passage. Voilà. Partie commune, les escaliers. Voilà, on arrive au premier. Il y a 1, 2, 3, 4. 4 appartements là. Là, on est au premier. Et cette porte-là, ça donne au-dessus. Et il y en a encore. Il y en a encore. Ouais. Quoi? Ça se passe ou quoi? Ça dit quoi? On est là, hein. Comme d'hab, Ici, tout le monde se connaît en compagnon de galère. Là, j'ai un petit repos là. C'est bien. On va faire une petite partie là. Alors, ça raconte quoi de beau là? Il fait beau aujourd'hui en plus, hein. Jamal, lui, vit dans le plus petit logement du pavillon. T'imagines quoi? Ça commence du mur qui est là. Ça, c'est la surface habitable. Jusqu'à ce petit trait là, en fait. Ça, c'est la surface habitable, d'après le propriétaire lorsque je suis rentré ici. Et là, c'est le petit coin cuisine, en fait, cette partie-là. Et dans la salle de bain, c'est les douches. Une particularité architecturale de cette maison découpée. C'est un faux mur, en fait, qui a été mis là, qui sépare une fenêtre, en fait, du jamais vu. Du jamais vu, ça. Et le reste de la fenêtre est... Et le reste de la fenêtre, c'est un appartement qui est de l'autre côté. On dirait vraiment une cellule de prison, quoi. Autant faire un délit et aller dans une cellule de prison en train de nourrir et loger, quoi. Parce que là, je paye un loyer en plus. Vous savez, on paye un loyer pour dans une cellule, vous imaginez, vous? Pour ce logement de moins de 9 mètres carrés, le propriétaire lui demande 490 € par mois en liquide. Le premier du mois, il vient, il toc-toc, il dit voilà, je veux mes 400 €, je veux mes 600 €, je veux mes 700 €. Donc nous, on lui donne un espèce et il se barre, tout simplement. Jamal préfère s'exprimer à visage caché, car il a honte. Il n'a pas dit à ses proches, ni à ses collègues, qu'il vivait dans de telles conditions. À 25 ans, on s'amuse, on fait la fête, voilà quoi, on a des copines, des copains. Et quelle copine va accepter de venir ici? Quel copain va venir me voir, me dire qu'est-ce qui t'arrive? Oh, t'as échoué dans ta vie, t'as raté ta vie? Non, j'ai pas raté ma vie, je travaille. Mais voilà, je suis dans des conditions pas possibles. Le pavillon a été tellement découpé que chaque appartement cache une bizarrerie. Sur le même palier, voici Fedeline. Elle vit dans ce logement minuscule avec son compagnon et son fils d'1 an et demi. Ça, c'est chez moi. Il dit que c'est 15 mètres carrés, mais quand on a mesuré, c'est 12 et quelques. Elle paye 640 € car elle serait privilégiée. Et quand on lui demande pourquoi c'est aussi cher, il nous dit parce que vous avez le balcon avec. Le problème, voilà, c'est que pour atteindre le balcon, il faut être souple. Faut escalader. Voilà. Et là, on peut même avoir accès chez la voisine.
Voilà. Si. Regardez, juste ça, un petit clic. Et voilà, je suis chez la voisine, elle est là. Normalement, chaque appartement devrait être équipé d'un compteur électrique individuel. C'est la loi. Mais ici, il n'y en a qu'un pour tout le monde, dans ce local. Et seul le propriétaire a la clé. Les locataires n'en peuvent plus. Imaginez, tout le monde fait la cuisine après une heure de décalage ou une demi-heure de décalage. Il y a tout qui disjoncte. Voilà. Et ça le fait souvent en pleine nuit ou le week-end. Voilà. Et quand on l'appelle, oui, je suis au courant du truc, mais on l'attend une journée. Voilà. Soit il vient le lendemain ou bien il vient à l'heure qu'il veut, quoi. Des familles entassées dans des logements indécents, un seul compteur électrique pour toute la maison, des loyers encaissés en liquide. Et face à ces problèmes, le propriétaire est semble-t-il peu disponible. Il faut dire qu'il a d'autres activités. Sur Internet, on le retrouve sur un site de médecine douce. Il s'appelle Georges Popescu. Il se présente comme praticien et formateur en hypnose. Bonjour à tous, je m'appelle Georges Popescu, je suis hypnothérapeute et enseignant en hypnose. Ce que j'aime, c'est prendre soin des gens, les recevoir en hypnose, leur apprendre l'hypnose, quelles que soient les situations. Chaque situation, peu importe laquelle, cache un immense avantage que parfois on ne peut pas voir au premier regard. Les habitants de Bondy n'ont peut-être pas bien regardé. L'hypnothérapeute d'origine roumaine semble vouloir faire le bien autour de lui. Mais il n'en a pas pour autant oublié le business. Nous avons découvert qu'en plus de Bondy, il possède 2 autres pavillons en Seine-Saint-Denis. Un à Bobigny et un autre à Drancy. Tous découpés sur le même modèle. Une activité débordante qui a fini par attirer l'attention. À Drancy, l'hypnothérapeute est dans le collimateur de Julien Dervilliers et Elsa Gaspard-Ramos du service municipal d'hygiène et de salubrité. Ces dernières années, il constate avec inquiétude une augmentation des abus liés à la division pavillonnaire. Service hygiène à la mairie? Là, c'est du stockage. Je voulais juste savoir s'il y avait des gens qui habitaient toujours dans les caves en bas. Caves transformées en logements, boîtes aux lettres multiples. On va devoir vérifier tout ça. Il traque tout ce qui pourrait trahir une division pavillonnaire dissimulée. Aujourd'hui, ils ont reçu un signalement suspect. Entrez. Vous allez bien? Oui, vous-même. Ça va? Un propriétaire a demandé l'ouverture d'un 2e compteur électrique dans sa propre maison. Ils viennent vérifier sur place ce qui se trame. Donc je viens vous voir, madame, parce que j'ai un collègue qui m'a averti de vos conditions d'hébergement. Les locataires sont d'origine sri-lankaise et ne parlent pas français. Le propriétaire, à droite, fait partie de la même communauté. L'homme à la chemise à carreaux se présente comme le traducteur et membre de la famille. On vient voir l'ensemble du local, vérifier si les règles d'habitabilité sont bonnes et si les gens qui sont à l'intérieur ne sont pas en danger. Julien commence par prendre les mesures de la pièce qui fait office de chambre. 1,92 m. Premier mauvais point, 1,92 m de hauteur sous plafond pour une chambre à louer, c'est illégal. On doit être à 9 mètres carrés habitables, sous une hauteur de plafond de 2,20 m. On ne l'a pas. Après, on va regarder les ouvertures, s'il y a de la luminosité, s'il y a du chauffage, tout ce qu'on peut attendre d'un logement. Bon, il va falloir qu'on soit honnête et qu'on me dise la vérité, d'accord? Là, il y a 2 personnes qui vivent ici, qui dorment ici, il y a 2 adultes et il y a un enfant qui dort ici, d'accord? Il y a un lit de place et un lit de place. Oui, mais non. Donc, me dites pas qu'ils commencent à dormir là-haut. Nous, lits, elle est achetée comme ça, mais les lits sont faits, là, ils sont utilisés. Oui, les fenêtres, il y en a tout. Hein. Dans une pièce de vie, normalement, on doit pouvoir se mettre au milieu de la pièce et pouvoir lire avec la luminosité. Là, je suis navré, hein, mais si je me mets au milieu de la pièce, je ferme la lumière de la pièce d'à côté, je ne peux pas lire mon document. C'est pas assez lumineux. Vous le reconnaissez comme moi, c'est pas assez lumineux. La famille paye 700 € pour ce 2 pièces assez propre en apparence, du moins pour le moment. Et là, vous allez avoir bientôt de la moisissure qui va apparaître.
Parce que ça ne ventile pas, voilà, d'accord. L'enfant va être malade, vous avez de l'humidité qui va apparaître. Ce n'est pas des conditions dignes pour habiter. Pas sa solution. La solution Oui. La solution, c'est que ici, ça va être déclaré inhabitable. Donc, à mon avis, oubliez le fait de le louer ici. D'accord. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Votre fille. À la suite du rapport de Julien, le logement sera certainement déclaré insalubre par la préfecture. Le propriétaire devra reloger les occupants dans les 2 mois. Sinon, c'est l'État qui s'en occupera et lui enverra la facture. Surtout que j'entende pas qu'ils viennent me voir demain en disant que vous les avez mis dehors, par la pression, ou vous les avez forcés à quitter les lieux. Parce que derrière, sinon c'est commissariat. Ah, ça c'est d'accord. Il n'y a pas de problème. Alors c'est parfait. Allez, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Le plus gros dossier de Julien et Elsa, On passe au 47. c'est cette grande bâtisse rose qu'ils ont fait fermer il y a 1 an. Elle appartient à l'hypnothérapeute multipropriétaire Georges Popescu. Notre ami Georges. Lorsqu'ils l'ont inspecté pour la première fois, ils n'en sont pas revenus. Le pavillon avait été découpé au maximum, des caves au grenier. On rentre dans une stratégie d'optimisation foncière, c'est-à-dire qu'on va créer, on va se servir de chaque mètre carré disponible pour créer des logements et les louer à des personnes qui vont être vulnérables. C'est la typologie du marchand de sommeil. À la suite de leur première visite, Julien et Elsa déclarent 4 appartements insalubres. La préfecture les fera fermer et leurs occupants seront relogés. Mais quelques mois plus tard, les locataires restants les alertent d'un important dégât des eaux dans les parties communes. On avait de l'eau qui coulait effectivement sur les eaux électriques, donc avec un risque d'électrisation ou d'incendie à terme. Donc là, à partir de ce moment-là, on ne pouvait pas laisser la situation dans un tel état. Le bâtiment est devenu trop dangereux. Tous les locataires sont évacués. Le propriétaire doit payer leur hébergement, ainsi qu'une amende de 150 € par jour, tant qu'il ne fera pas les travaux. Pour le moment, il n'a rien versé et doit près de 100 000 € à la mairie de Drancy. Nous sommes allés à sa rencontre. Nous l'avons retrouvé à Bobigny, dans son 3e pavillon, lui aussi divisé en une dizaine de logements. Bonjour, soyez le bienvenu, entrez. Georges Popescu a accepté de nous parler pour nous donner sa version des faits. L'hypnothérapeute serait obligé de vivre ici, dans ce garage qu'il a aménagé. Filmez ma chambre, s'il vous plaît, car c'est très important de voir comment le propriétaire habite. Voilà. Gardez le peu de vaisselle que j'ai. Je gardais juste le strictement nécessaire. Ici, avant, ça a été loué. Les locataires m'ont dénoncé. Je n'avais pas le droit de le faire et je ne savais pas. Pourquoi? Parce que c'est un sous-sol et un sous-sol est considéré d'office insalubre. Georges serait aujourd'hui couvert de dettes. Pourtant, au départ, il avait tout bien calculé. Il a acheté ses 3 pavillons à crédit et créé un maximum de logements à l'intérieur. Chaque mois, les loyers devaient lui rapporter environ 18 000 €. De quoi rembourser ses emprunts au plus vite. J'ai investi dans l'immobilier, je voulais avoir une retraite, je voulais investir dans ma retraite. Je préférais faire un truc que moi, à l'époque, à tort, je pensais être utile à la société. Selon lui, en logeant des familles au salaire modeste, il rendait service à tout le monde. Je logeais des gens qui avaient un revenu très faible, qui gagnaient 1 000 € par mois éventuellement. Donc je faisais du social à mon niveau, à ma manière, avec mes pouvoirs limités. Et les choses se sont très bien passées jusqu'au moment où soit les assistants sociaux, soit la mairie de Drancy a monté le locataire contre moi en faisant la révolution. L'opération devait être rentable. Mais il n'avait pas prévu que des locataires se rebelleraient et ruineraient son beau projet. En 2010, il a acheté la grande bâtisse rose de Drancy. 352 000 € en empruntant les 2 tiers à la banque. Ici, il avait créé 11 logements, comme ce petit studio à l'arrière de la maison, dont il est très fier. Entrez. Regardez, parquet massif posé par moi-même. Je loue une chambre qui peut permettre à quelqu'un qui travaille d'avoir un chez-soi et de s'en sortir de point de vue papier, administration, tout, etc. Et ça fait combien de mètres carrés? Cette pièce-là ne fait pas les 9 mètres carrés. C'est 8,5. Je dis, ok, d'accord.
de point de vue de la loi, je dois avoir 9. Le moyen de faire les choses légales, c'est qu'on enlève la porte de la cuisine, et là, vous avez un espace ouvert avec la cuisine, et là, vous avez 9 mètres carrés. Georges a une manière très personnelle de se mettre en conformité avec la loi. Remarquez, s'il vous plaît, plaque vitrocéramique. Une plaque vitrocéramique comme ça coûtait 300 €. J'ai donné à ces abrutis-là un confort. Bon, il y avait un frigo tout neuf, c'est au coin cuisine, oui. Et derrière? La salle de douche. Là, vous devez passer devant moi parce qu'on ne va pas avoir l'espace. Et pour le loyer, il demandait 600 € pour ce tout petit logement. Est-ce que je peux faire moins cher? Bien sûr, si la cave paye plus. Donc la seule manière pour moi de faire du social, entre guillemets, c'était l'aide que les locataires avaient de la part de la cave, les appels. Il avait pensé à tout. En acceptant des locataires aux faibles revenus, il était quasiment certain qu'une partie du loyer lui serait garantie par les allocations logement. Pendant des années, ça a très bien marché. Vous avez le droit d'habiter tant que vous n'entrez pas dans un conflit avec la mairie. D'accord? Si personne ne vous dénonce, tout le monde s'en sort, tout va bien pour tout le monde, sauf que le jour où ces abrutis-là veulent leur F4 HLM, car c'est le rêve américain version française, là, vous vous retrouvez au tribunal correctionnel. Si Georges est en colère, c'est parce qu'il est persuadé d'être un propriétaire attentionné. Selon lui, il avait fait des merveilles pour que ses locataires soient bien installés. Et moi, j'ai adoré faire des travaux de design, d'aménagement intérieur. Sous les combles, un studio d'une surface habitable de 4,3 mètres carrés, loué 640 €. Mais Georges le vend bien. Donc on a une surface énorme au sol, aménagée, poutre, machin, tout design, extraordinaire bien faite, super lumineuse, claire. Même à la cave, où il a vécu et hébergé des gens, avec un peu de bonne volonté, Ma chambre à coucher. on pouvait très bien s'y sentir. On était bien pour vivre ici, au départ? On était bien, oui, au départ. Parce que nous étions très propres, on pouvait vivre ici. L'appartement qui le révolte le plus, c'est celui-là. La mairie l'a déclaré insalubre, car trop petit selon les normes habitables. Mais Georges n'est pas d'accord. Il y a des lois, toujours ces abrutis-là qui font des lois sans consulter qui que ce soit. Donc ils habitent dans des villas, ils ont des super voitures, ils ont des super vies. Et tout simplement, ils s'en prennent aux simples citoyens en faisant des lois qui disent que ce couloir-là, il est inférieur à 2 mètres. Voilà, on a peut-être 1,20 m, 1,50 m de largeur. Bah, cette partie-là, c'est un couloir, donc il n'a pas une surface habitable. Donc on a 2 mètres carrés ici. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont considéré comme surface habitable de 2 mètres carrés ici. C'est pas très grand de vivre ici, on est d'accord. Parce que vous avez un matelas de 2 personnes là. Mais ici, c'était un canapé-lit. D'accord? C'est un canapé-lit. Le canapé-lit, vous pouvez le mettre de ce côté-là du mur, à l'entrée. Donc vous pouvez aménager, vous pouvez le mettre de ce côté-là. Vous pouvez aménager comme bon vous semble. Un clic-clac, ça fait très bien l'affaire. Regardons ce qu'ils font les Japonais. Parce qu'il y a des mini-surfaces au Japon et ils s'en sortent très bien. Et pour les 500 € de loyer qu'il demandait, Georges avait même l'impression de faire une fleur aux locataires. Il avait vu arborer devant, il avait une tranquillité, une paix royale. Quand vous payez 30 € par chambre dans les auberges de jeunesse, 900 € par mois, mais 500 €, je crois que c'est vraiment... Il faut pas exagérer non plus. Le propriétaire ne comprend toujours pas la décision d'avoir fait fermer sa maison. Si les locataires disent que je suis un fait, je suis fier de l'être, car cette maison-là a sauvé beaucoup de familles et beaucoup de vies, des gens qui étaient dans la rue, qui ne pouvaient pas, vu leur revenu, qui ne pouvaient pas se loger ailleurs. Et c'est pour ça que je demande encore et encore et encore la Légion d'honneur, car je sauvais des gens, je sauvais des vies. Et être marchand de sommeil, je veux que ça devienne un titre de noblesse. À Bondy, les habitants de son autre pavillon n'ont aucune intention de lui décerner ce titre. Chez eux, la révolte s'organise. Il faut faire du sport, hein. Ça fait partie du combat, t'inquiète. Bien décidés à rendre leur colère publique, ils se sont rassemblés sur le balcon pour y installer cette banderole. C'est bon là, tonton? Ils l'ont confectionnée avec les moyens du bord. Une nouvelle phase de leur combat commence. Ah, là, c'est sûr que ça va être la guerre avec lui.
Ils espèrent faire réagir les pouvoirs publics. Non, si, c'est bon, ça se voit très très bien. On veut que les gens qu'ils voient ce qui se passe et qu'ils comprennent ce qui se passe ici, à Bondy. Vu que les gens, la mairie, elle ne fait rien, il n'y a pas d'administration qui bouge, on a porté plainte et tout, et il n'y a rien qui se passe, quoi. J'espère avec ça, on va avoir une réponse. On verra. Le conflit avec Georges s'est tellement envenimé que les habitants du pavillon ont pris une grande décision. Ils ont arrêté de payer leur loyer. Face aux nombreux refus qu'elle a essuyés, Raquel, l'étudiante à la recherche d'un appartement, a revu ses espérances à la baisse. Elle arrête de prospecter à Paris et va tenter sa chance en banlieue. Direction Nanterville, à une demi-heure du centre de Paris. C'est vrai que s'éloigner un peu de Paris, ça allonge le trajet jusqu'au travail, jusqu'à l'école. C'est une contrainte supplémentaire, mais bon, c'est une concession que je suis prête à faire. Elle a contacté une agence immobilière car elle a repéré un studio à louer à un prix moins élevé que tout ce qu'elle a visité dans la capitale. Mais elle ne connaît pas encore Nanterre. En arrivant, Raquel est agréablement surprise. Le quartier est avenant et loin des clichés qu'on peut se faire sur la banlieue. C'est très joli, très agréable. Donc voilà, c'est là. En poussant la porte, première bonne impression. Un petit air de Provence qui lui rappelle le sud, sa région. Avec l'olivier au milieu, c'est très beau. C'est très mignon. Bonjour, Sarah Bigol. Bonjour. Donc voilà, donc le studio, c'est dans une petite cour. C'est une maison qui a été divisée en plusieurs appartements. Comme à Bondy, il s'agit d'une division pavillonnaire. Mais ici, les choses ont été faites dans les règles. Hop, allez-y. Voilà. Donc c'est un petit studio qui fait 15 mètres carrés. Voilà, donc qu'est-ce qui reste en meublé? Il reste le canapé, qui est un canapé qui se tire. La cuisine est aménagée et équipée, donc micro-ondes reste, les plaques. Et ici, vous avez la salle de bain, je vous laisse rentrer. Grande salle de bain, donc avec baignoire. Pour moi, c'est vraiment parfait et j'adore, vraiment. C'est un appartement coup de cœur. Je sais que ça part rapidement, ce petit studio, ça plaît. Le loyer est de 650 € par mois, toutes charges comprises. Raquel sait que son dossier est dur à défendre. Mais cette fois, l'agent immobilier fait preuve de compréhension. Nous, on ne regarde pas en fonction des revenus. Il y a des personnes qui gagnent très bien leur vie. Et par exemple, un étudiant ou qui adore l'appartement, qui a eu des coups de cœur, j'ai préféré la personne qui a eu un coup de cœur de l'appart que quelqu'un qui gagne super bien sa vie, mais que dans 6 mois, il va partir. Alors moi, ça me redonne un peu d'espoir parce que c'est vrai que sur Paris, c'est compliqué. En plus, j'ai de la famille. Si l'agence semble très compréhensive, elle demande tout de même un garant. Et le dossier de Raquel va être examiné par une assurance. Le propriétaire l'a prise contre les impayés, moyennant 2 à 4% du loyer. C'est cette assurance qui validera ou non la candidature de la jeune fille. L'assurance va étudier ça. Elle, c'est les critères, c'est CDI hors période d'essai, gagner 3 fois le montant du loyer, ou étudiant avec garant qui rentre dans ces critères-là. On va voir après avec l'assurance, mais normalement, je pense que c'est un dossier à peu près type sur ces studios-là. Moi, je pense qu'elle a toutes ses chances. Voilà. Pour la première fois, Raquel est enthousiaste à la sortie d'une visite, même si elle sait que ce n'est pas encore gagné. Si j'arrive à avoir celui-ci, je serai vraiment aux anges parce que il a tous les critères que je recherche et c'est vraiment parfait. L'agence a promis de lui donner une réponse dans la semaine. En Touraine, dans la ferme équestre de Jeanne, la jeune femme est inquiète. Son locataire doit être expulsé aujourd'hui. Un peu d'appréhension, comment ça va se passer? Alors là, franchement, aucune idée. Le mieux possible, j'espère, mais aucune idée. J'espère que ça peut se passer correctement. Malgré ses promesses, l'homme n'a toujours pas déménagé. Et le délai de 2 mois accordé par l'huissier est dépassé. Alors Maître Morfois a décidé d'employer la manière forte. Bonjour. Comme la loi le permet, l'huissier a convoqué les forces de l'ordre
un serrurier et des maîtres chiens pour les molosses du locataire. Mais ce matin, l'homme n'est pas à son domicile. Bonjour, maître Morfoy, huissier à Tours. Je suis à votre domicile avec la gendarmerie pour procéder à votre expulsion. Donc il serait urgent que vous reveniez ici, merci. Bon, c'est la messagerie. Vous pensez qu'il va venir? Oh, je pense qu'avec un tel message, ça doit faire réagir. Les chiens, ils sont enfermés? Ouais. D'après la propriétaire, oui, les chiens sont dedans. Là, on va regarder, essayer de ne pas se faire bouffer. S'il y a les chiens, faites gaffe, sincèrement. Hein. Aucune trace de vie à l'intérieur. Mais quand l'huissier décide de faire le tour de la maison, 2 chiens dans le jardin. Hey, couchez, là. Il en manquerait encore 3. Alors en entrant, l'huissier n'est pas totalement rassuré. Il y a des gamelles là-bas, un buffet là, et là c'est ouvert. Et là, tu vois, c'est une demi-porte, donc... Demi-porte, donc il faut couper les chiens. Non, pour le moment, il doit être dans une pièce, peut-être de l'autre côté, mais comme je ne connais pas la configuration des lieux... En attendant le locataire, son équipe en profite pour changer les serrures. Et l'huissier procède à l'inventaire des biens. Un billot ancien, une table ronde, 4 chaises, une table bois blanc. Après avoir fait le tour de la maison, Maître Morfoy ne se fait aucune illusion. Il ne récupérera pas la somme due à Jeanne en saisissant les meubles. Le mobilier qu'on voit là n'a pas une valeur extrême et je ne pense pas que le prix du mobilier vendu à la salle des ventes couvrira le prix du transport. Donc non, je ne pense pas qu'on puisse... Et encore moins celui du loyer? Et encore moins celui du loyer, oui. Non, non. Il faudrait avoir du très très beau mobilier pour que ça couvre une partie. Donc non, il vaut mieux... il vaut mieux le laisser sur place plutôt que de le transporter et de le vendre. Une demi-heure plus tard, le locataire arrive enfin. Bonjour. Ah, vous ne m'avez pas entendu pour... Ah non, je vous ai dit. Oui, mais... Donc... Bon, venez voir avec moi 2 minutes. Malgré l'expulsion en cours, il tente encore de demander une dernière faveur. Alors dites-moi. Donc effectivement, j'ai un bail qui est prêt. Comme je vous... Oui, mais aujourd'hui, c'est... Oui. Laissez-moi finir. Je vous laisse finir. Parce que j'ai besoin d'un petit délai, ça peut être long. C'est possible. Hein. Aujourd'hui, j'ai une réponse pour une maison, pas ici, mais où je peux tout mettre. Mais l'huissier ne veut plus rien entendre et va durcir le ton. Aujourd'hui, je reprends possession des lieux. C'est-à-dire que j'ai changé déjà les serrures. Oui. Vous prenez ce que vous avez à prendre, vos vêtements pour les aujourd'hui et demain, si vous voulez. Mais normalement, je dois être prévenu quand c'est comme ça, quand il y a un truc là. Vous n'êtes pas prévenu que vous alliez être expulsé? Je vais sourire. Non, mais... Je vous ai dit, moi, fin août, c'est par la porte ou par la fenêtre, on est fin août. Vous n'avez pas fait ce que vous avez dit. Je fais ce que j'ai dit. Il faut que vous compreniez, c'est qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus chez vous. Vous êtes interdit de séjour dans la ferme. Ah bah oui, mais moi... Vous allez emmener... Il faudra bien que je vienne rechercher. Non, je viendrai quand je serai présent. Non, mais j'ai pas de solution, là, comme ça, vous me prenez de court. Vous êtes pris de court, mais je conçois, mais moi, on avait déjà 2 mois pour le faire. Hein. Le locataire comprend que la décision est sans appel et qu'il n'est plus en mesure de négocier. Tant qu'il n'y a pas un phénomène déclencheur, le phénomène déclencheur, c'est de dire aujourd'hui, c'est stop. Et donc là, on commence à se faire l'idée qu'il faut commencer à déménager. Et l'idée qui n'est pas venue depuis 2 mois. Psychologiquement, effectivement, à partir du moment où on a investi les lieux, la personne se sent moins chez elle. On est chez lui, c'est plus chez lui. On a mis un point final à l'expulsion, si vous voulez. Malgré les impayés, la jeune propriétaire ne peut s'empêcher de compatir. C'est malheureux, mais bon, elle est où la solution? Si j'avais été blindée d'argent, j'en avais rien à... Enfin, je m'en fichais, hein, mais... Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu que ça se termine autrement. Maintenant, on n'est pas maître de tout non plus dans la vie. Et parfois, il faut en arriver là. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Après 2 ans de bataille juridique, l'homme quitte finalement les lieux. Il lui reste 1 mois pour vider la maison et son atelier. Jeanne pourra alors récupérer son logement et le remettre en location. Dans la campagne picarde,
Aurélie et Jason, qui avaient tenté d'expulser leur locataire Manu Militari, viennent d'avoir une bonne surprise. Les mauvais payeurs ont pris les devants. Ils sont partis d'eux-mêmes avant l'intervention de l'huissier. Aujourd'hui, les propriétaires reprennent enfin possession des lieux. Bon, on va ouvrir les volets. Dans la maison, tout semble indiquer un départ précipité. Ils ont laissé du linge. Ouais, machine à laver, tout. Ils ont dû partir vite. Après une rapide inspection, Aurélie et Jason sont rassurés. Ils vont pouvoir relouer la maison rapidement. C'est sûr que de refaire confiance à des locataires, il va falloir, de toute façon, on n'a pas le choix. J'ai encore foi en l'espèce humaine, on va dire ça. D'après ce que j'ai lu, il n'y a que 4% des locataires qui ne payent pas leur loyer. On est tombé sur les 4% qu'il ne fallait pas. Donc, voilà, on voit le bout du tunnel. On y est, et on peut faire des choses. Et ça va même me faire plaisir, moi, de faire du ménage. Le couple a fini par trouver de nouveaux locataires. Et jusqu'ici, tout va bien. Quant aux mauvais payeurs, ils ont déménagé à 40 km de là. Nous avons contacté leur nouvelle propriétaire. D'après elle, ils ont déjà 4 mois de loyer impayé. Dans le sud de la France, après 17 mois d'occupation illégale, le jugement d'expulsion des squatteurs de la maison de Jean-Paul est enfin tombé. L'homme, condamné à 6 mois de prison ferme pour effraction, est toujours libre, car il a bénéficié d'un aménagement de peine. Mais aujourd'hui, sous le regard des forces de l'ordre, lui et sa compagne doivent quitter les lieux. Jean-Paul devra patienter encore 1 mois avant de pouvoir récupérer les clés. C'est la procédure. Et lorsqu'il franchit enfin la porte d'entrée, il ne reconnaît plus la maison de son adolescence. Voilà, donc le radiateur arraché. La porte, elle a été voilà, sûrement ouverte à coups de pied. Elle était neuve? Ben, elle était en bon état, oui. Alors ici, ben, c'est sympa de retrouver la cuvette des WC dans cet état-là. On va continuer. Il n'y a qu'à voir l'état de la tapisserie. Hein. Effectivement, je pense que les gamins avaient un terrain de jeu privilégié. Aucune pièce n'a été épargnée. Ça, c'est volontaire, quoi. Je pense que ce ne sont pas les gamins en jouant qui ont fait ça. Tout est dégueulasse. En constatant les dégradations, Jean-Paul est écœuré. Non, ces gens sont des porcs. Ça me donne envie de vomir. Je comprends pas. À voir comme ça, ils en ont fait un taudis. Je pense que ces gens, ce sont des bêtes, il faudrait les attacher dans un pré. Je pense que ça correspond à peu près à ce qu'ils peuvent avoir dans la tête, quoi. Voilà. Ce sont des mammifères. Entre les travaux de rénovation, 17 mois de loyer dont il ne verra jamais la couleur, et les frais d'huissier et de justice, Jean-Paul aura perdu près de 40 000 € dans cette histoire. En Seine-Saint-Denis, dans le pavillon découpé de Bondy, la banderole accrochée par les habitants apportait ses fruits. Bonjour. La mairie a dépêché les services d'hygiène sur place. Ils étaient déjà passés il y a 1 an et demi lorsque la fosse septique avait explosé dans la chambre d'Andrew. On va venir voir si le propriétaire a fait les travaux. À l'époque, les agents avaient contraint Georges, le propriétaire, à raccorder sa maison au tout à l'égout. Mais l'odeur est toujours insupportable. Non, ça sent pas très bon, effectivement. Pour les agents de la mairie de Bondy, cela ne suffit pas pour déclarer l'appartement d'Andrew insalubre. On a une pièce qui fait au moins 9 mètres carrés, un éclairement naturel suffisant, un point d'eau, des toilettes qui ne sont pas en communication directe avec la cuisine. Donc Voilà. C'est pas un logement insalubre. Il y a des critères d'insalubrité, il y a des critères de décence.
La décence, c'est quelque chose qui doit être réglé entre le locataire et le propriétaire. Et les odeurs? Ça, c'est les odeurs, je suppose que je sais pas, ça, je pense que c'est de la décence aussi. Une subtilité qui a toute son importance. Dans un appartement déclaré insalubre, le locataire a le droit de cesser de régler son loyer. Mais ce n'est pas le cas dans un logement indécent comme celui d'Andrew. Il s'est donc mis dans l'illégalité en arrêtant de payer. Verdict des agents. Sur la dizaine de logements du pavillon, seulement 2 seront classés insalubres. Notamment la petite chambre de Jamal, parce qu'elle fait moins de 9 mètres carrés. Il y a de la merde qui tombe. Légalement, le service d'hygiène ne peut pas faire plus. Là, vous n'avez pas l'impression que c'est un marchand de sommeil qui a cette maison? Joker, monsieur. Les agents municipaux estiment que les habitants du pavillon ne sont pas en danger et qu'il n'y a donc aucune bonne raison de faire fermer cette maison, pour le moment. Quant à Georges, le propriétaire hypnothérapeute, il est dans une situation financière de plus en plus délicate. Avec un pavillon fermé et un autre où les locataires ne paient plus leur loyer, aujourd'hui, il ne peut plus faire face à ses crédits. Il a fini par mettre ses maisons en vente. Raquel, la jeune étudiante, va enfin pouvoir poser ses valises. Son dossier pour le studio de Nanterre a finalement été accepté. Elle emménage aujourd'hui dans le petit meublé, à une demi-heure du centre de la capitale. C'est officiellement ma maison, je vais pouvoir la personnaliser et vraiment me sentir chez moi. C'est la fin d'un parcours du combattant pendant lequel elle a dû affronter la méfiance des propriétaires. Maintenant qu'elle a trouvé un toit, Raquel a bien l'intention d'être une locataire exemplaire. J'ai envie de dire tant pis aux propriétaires qui n'ont pas accepté mon dossier parce qu'au final, moi je sais que je vais être sérieuse et que je vais payer tous mes loyers, que ça va très bien se passer, je vais prendre soin de l'appartement, je vais le nettoyer tout le temps, ce sera tout le temps propre, je vais l'aménager. Et tant pis pour eux. Hein. De leur côté, Céline et Alexandre, les propriétaires de l'appartement saccagé, ont trouvé un accord financier confidentiel avec la plateforme de location. Malgré cela, ils ont décidé de vendre leurs biens. Dans la ferme équestre de Touraine, un mois après l'expulsion du locataire de Jeanne, les déménageurs sont venus vider tout ce qu'il a laissé en partant. Et ça s'en va à la poubelle. Mais bon, tout ce qui est piano, lampe, ça va à la salle des ventes. L'huissier va faire mettre aux enchères ce qui en vaut la peine. Mais Jeanne ne va pas récupérer grand-chose, à peine 1 000 €. Bien loin de ce que lui a coûté cette mésaventure, entre 15 000 € de loyer impayé et 3 000 € de frais d'huissier. Merci. De rien. J'espère plus jamais vous revoir. Ou dans d'autres conditions, en tout cas, mais plus dans ce contexte-là. Une première année de galère, 2 ans de procédure, c'est fini. Qu'ils soient propriétaires ou locataires, près de 6 millions de Français ont aujourd'hui du mal à payer leur logement.